D'accord, bienvenue dans l'épisode 5 de Derrière le Boom. Nous avons aujourd'hui un véritable invité spécial. Il y a 2 ou 3 semaines, mon père, connu de beaucoup comme le propriétaire de Pépez et du Broyeur, est venu. Mais voici le frère de mon père, l'autre moitié de Pépez Towing Service. Nous sommes ici du côté de Los Angeles et mon oncle Manny domine dans l'Inland Empire. Donc nous sommes venus jusqu'ici depuis là-bas pour faire ça. Mon père a commencé son podcast en disant que, tu sais, quand il était enfant, il allait jamais avec mon grand-père, ton père, à la casse pour livrer les voitures et tout ça. Il a dit que tu conduisais à 10 ans, que tu faisais déjà tout ça avant même d'avoir la première dépanneuse, tu sais, en grandissant. C'est exact. Eh bien, tout d'abord, je suis heureux d'être ici. Merci, Josh. Et Alex, félicitations pour le lancement de ton émission ici. C'est vraiment chouette. Et j'espère que notre Seigneur nous bénira en nous accordant de bons échanges avec la communauté. Et plus que tout, pour que les gens puissent connaître les principes de l'entreprise de remorquage Pépez, ce que nous représentons. Nous sommes des travailleurs acharnés, des gens de famille, tout comme vous tous. Et nous avons été vraiment bénis d'avoir eu des opportunités dont nous avons su profiter sous le regard du Christ et en respectant toutes les règles et en traitant les gens correctement, ce qui est probablement la chose la plus importante. Ce qui était très important venant de mon père, c'était simplement d'être de bonnes personnes les uns envers les autres. Je m'appelle Manny et nous sommes nés à Sonora, au Mexique. Je suis né en 1965. Mon grand frère est né en mai 64, je suis né en août, et nous avons émigré aux États-Unis en 72. Mon père, en arrivant ici, s'est retrouvé impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'industrie automobile, dans le secteur de la casse. Et il a commencé, en fait, il a débuté avec un pick-up Chevy CDX de 63 6 cylindres, boîte 3 vitesses au volant. Tu te souviens, on est allé chez Pep Boys, Manny, Mo et Jack, et on était juste là sur Beverly et sur Atlantic et Pomona. Et il a acheté une barre de remorquage. Et on roulait un peu partout. Tu l'as acheté chez Pep Boys? Oui, c'était possible à l'époque. À l'époque, il n'y avait qu'une simple barre de remorquage. Pep Boys vendait des accessoires de remorquage. Juste une barre de remorquage, c'est fou. Il y avait aussi des pompes à air manuelles. Voilà notre équipement. C'était notre équipement de service routier FSP. C'est fou, tu sais, à l'époque. Donc, il a commencé par acheter des voitures abandonnées. On conduisait dans les ruelles. Et en fait, j'étais l'interprète parce qu'il parlait très mal anglais. Pas que j'étais beaucoup meilleur que lui, mais j'étais étudiant, donc j'apprenais à l'école. Donc, on achetait des voitures, tu sais, des épaves, et on les emmenait à la casse avec une barre de remorquage. Et parfois, j'étais le conducteur à l'arrière. Il remorquait la voiture et j'étais derrière. C'était très amusant. Mon père a toujours été mon meilleur ami. Et il me laissait beaucoup de liberté tout le temps. Il me laissait faire mes petites folies d'enfant. Et ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé à grandir, à ne pas avoir peur et à ne pas accepter un non comme réponse. Et avec la bénédiction de Dieu, en sachant que Scott, tu sais que le ciel est la seule limite. Le ciel est la seule limite. C'est bien. Donc, dans le dernier épisode aussi, nous avons parlé du fait que maintenant nous avons 5 camions. Ce n'est un secret pour personne que Pépès est énorme. Je vais le dire comme ça. Nous avons beaucoup de sites, beaucoup de camions, beaucoup d'employés. Mais ici à Los Angeles, où mon père est resté, il a mentionné qu'au début des années 90, tu es parti développer l'activité dans l'Inland Empire où tu es actuellement. Peux-tu simplement dire ce qui t'a poussé à quitter Los Angeles à l'époque et quand? Tu sais, quand on était jeune, mon frère était toujours là, mon grand frère, on est trois. Il y a le grand frère et le petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Il est né en juillet 1975. Étant dans le remorquage et entouré par les forces de l'ordre, j'ai toujours aimé la police autoroutière. Et j'ai toujours voulu être officier de la CHP. Mais quand j'ai atteint l'âge légal pour devenir officier de la CHP, je n'étais pas citoyen américain. L'entreprise de mon père m'a bloqué la route. Et je ne voulais vraiment pas rejoindre l'entreprise de mon père parce que, vous savez, c'était une petite entreprise de remorquage de quartier. Ce n'était pas excitant. Vous savez, je travaillais pour une entreprise de remorquage qui avait le plus ancien OPG à l'époque, le garage officiel de la police de la ville de Los Angeles. J'y ai travaillé de l'âge de 16 à 21 ans. J'étais au lycée quand j'ai commencé.
J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité et d'y rencontrer de nombreux membres des forces de l'ordre. C'est là que je me suis vraiment rapproché des agents de la patrouille autoroutière, du LAPD, des adjoints du shérif du comté et d'autres organismes d'application de la loi. Et j'aimais les forces de l'ordre. Mais quand j'ai voulu postuler à 20 ans et demi, je n'étais pas citoyen américain. Donc j'ai eu un problème à la fourrière de Hollenbach, un désaccord personnel avec mon responsable. Cela a conduit mon frère et moi, qui y travaillions alors, à être licenciés pour des raisons personnelles. À l'époque, je croyais que c'était la fin du monde, sans réaliser que c'était une bénédiction. Parce que c'est comme ça. Tu sais, dans ce monde, les choses arrivent pour une raison. Et nous ne devons pas demander pourquoi, mais simplement avoir la foi et avancer. J'ai commencé avec mon père. Et je me souviens que quand j'ai commencé avec lui, genre le deuxième ou le troisième mois, là où se trouvait notre bureau, ce n'était pas une fourrière. C'était une vieille station-service Texas à l'angle de la 6e et de Lorena là-bas. Depuis le côté du bâtiment, on voyait clairement le centre-ville de Los Angeles. Un soir, après une journée difficile, je me souviens qu'en été, j'ai regardé le centre-ville de Los Angeles, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, tu sais, j'ai dit, Dieu, si tu pouvais juste nous donner une fourrière, une belle fourrière propre et sécurisée avec 5 camions, on serait heureux. Et tu sais, depuis ce jour, Dieu nous a beaucoup donné, mais il nous a aussi enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, quand mon père est décédé en 92, tu sais, c'était 5 ans plus tard, et mon frère a fait une remarque. Il a dit, tu sais, frère, Dieu nous a beaucoup donné, mais il nous a un peu arnaqué avec notre père, tu vois. Et j'ai un peu dit, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, des choses vont arriver. Mon père est mort à 55 ans et ma mère est morte à 59 ans. Et ils ont lancé cette entreprise avec beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés financières. Vous savez, comme je l'ai dit, c'était un service de remorquage de quartier. Ils n'avaient pas de radio, seulement un beeper, et à l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable et devaient quitter le cargo. Ils devaient appeler le service de permanence téléphonique pour répondre à un appel. Et ce n'est qu'en mars 1987, quand j'ai commencé, que tout cela a changé. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas commencé parce que je le voulais. Mais c'est drôle comme mon père a toujours prédit l'avenir. Vous savez, il avait vraiment un fort pressentiment pour l'avenir. Il lui demandait, « Hey, Dom Pépé », il disait, « Tu sais, tes fils travaillent comme dépanneurs pour d'autres personnes. Pourquoi ils ne travaillent pas pour toi ?» Et mon père a donné une réponse très sage et logique. Il disait, tu sais, ils sont en train de les préparer pour moi. Et je ne savais pas du tout que Dieu allait, tu sais, que tout cela allait se transformer en ce que c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus là pour profiter de l'entreprise qu'ils ont fondée avec tant de sacrifices et d'efforts. Nous avons dû faire face aux hauts et aux bas, affronter les hauts et les bas de tout cela, mais ça a été une bénédiction. Il est là en esprit, ma mère aussi. Et on continue d'avancer, tu sais, avec ce soutien, avec cet amour, avec cette conviction qu'ils sont là. Et ils ne vont jamais, nous nous retrouverons à nouveau. Mais en ce qui concerne les affaires, on s'en occupe, on fait de notre mieux et on avance. Tu veux ajouter quelque chose, Alex? Tu as déménagé dans l'Inland Empire. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le remorquage léger plutôt que de faire uniquement du remorquage lourd comme nous? Je suis désolé, je n'ai pas répondu à ta question, donc c'est comme ça que j'ai commencé avec mon père en mars 87. Et puis j'ai invité mon frère parce que j'ai commencé à voir, tu sais, une fois qu'on a commencé à travailler, j'ai commencé à travailler avec mon père. Et mon père me demande, fils, combien gagnais-tu ailleurs? Là-bas, je gagnais beaucoup d'argent. J'avais 21 ans, je gagnais beaucoup d'argent grâce à la commission et nos contrats exclusifs avec la police de Los Angeles et la police autoroutière de Californie. Tu étais payé à la commission, j'étais bosseur. Et j'ai dit, papa, tu ne peux pas me payer ça. Ce que je gagnais là-bas, je ne le fais même pas pour toute l'entreprise ici en une journée. Il dit, tu sais quoi? Il dit, occupe-toi du remorquage. Il dit, je te confie le remorquage et je m'occuperai de l'automobile. Quand il a dit ça, j'ai répondu que ça restait la famille. Dans notre famille, la cupidité n'a jamais existé. J'ai donc accepté d'assumer cette responsabilité et de prendre la relève. J'ai dit à mon frère Pep, on tient quelque chose ici. Alors il a commencé à travailler la nuit et j'étais abasourdi.
Et puis, une fois que nous avons commencé à décoller, mon compadre Lorenzo, nous sommes toujours restés en contact et nous avons toujours travaillé dans la même industrie, ensemble, dans différentes entreprises. Alors je lui ai dit, hé, je pense qu'on tient quelque chose ici. Tu ne veux pas venir, tu sais, et nous rejoindre? Et il a été extrêmement déterminant dans la croissance. Et la beauté de notre entreprise, c'est que nous sommes tous spécialisés dans des domaines différents. Nous avons tous un talent particulier dans un domaine et nous ne nous disputons pas les uns avec les autres. Nous travaillons simplement. Bien sûr, nous avons des désaccords, mais nous respectons les positions de chacun et nous travaillons simplement en laissant chacun faire son travail. Mais sans Lorenzo, nous n'aurions pas eu la croissance que nous avons connue. Nous en avions besoin parce qu'il a des compétences professionnelles et opérationnelles incroyables. Et mon frère, étant le plus intelligent, a toujours aimé jouer avec les chiffres. Et dans le secteur des poids lourds, il faut connaître les poids et la répartition des charges, les limites, les hauteurs, la largeur. Tu sais, les capacités, les charges, toutes ces choses-là, alors que moi, j'aime juste cuisiner et faire quelque chose de vraiment simple. J'aime les petites choses et la rapidité. Donc, mon frère s'est spécialisé là-dedans et il le fait toujours. Il domine pratiquement l'industrie, alors que moi, je préfère les véhicules légers. Mais moi aussi, étant donné que j'avais une très bonne relation avec les forces de l'ordre, j'ai toujours aimé maintenir ce lien avec eux, tu sais, et les soutenir d'une manière différente, être impliqué d'une manière différente avec les forces de l'ordre. Donc cela m'a amené à avoir une bonne relation avec les services de police, ce qui fait qu'en retour, leurs agents savaient que Pépez ne vend rien d'autre qu'une seule chose, et c'est le service. Ce n'est pas du lait et des biscuits ou des paroles en l'air, c'est le service. Et une chose chez Pépez Towing que nous insistons vraiment auprès de nos gars, c'est que vous devez être professionnel, vous devez être bien habillé, vous devez être aimable, propre. Votre camion doit être bien équipé, propre et sûr. Et vous feriez mieux d'avoir une conduite professionnelle avec les agents et le public. Et ici, nous réagissons rapidement et nous savons ce que nous faisons. Vous avez dit que ce soit à 15 heures ou 3 heures du matin. J'en ai discuté avec mon père récemment quand on demande pourquoi le service de remorquage PP reçoit-il tous les appels. Ce n'est pas un hasard. Aussi saturé que soit l'Empire et la région de Los Angeles, pourquoi recevons-nous autant de ces appels? C'est parce que beaucoup d'entreprises laissent leurs clients sur l'autoroute pendant des heures. Ils seront occupés ou auront une intervention pour la CHP. Beaucoup d'autres les refusent souvent à cause de délais d'arrivée trop longs. Quand l'appel nous arrive, nous intervenons vite avec des camions toujours disponibles et une grande réactivité. Depuis que toi et mon père avez lancé ça, la réputation n'a cessé de croître. Voilà pourquoi on est connu. Si tu veux du travail bien fait et rapide, appelle le service de remorquage PP. Si tu veux économiser quelques sous, attends les autres gars pendant 8 heures sur le bord de l'autoroute. C'est ça. Exact. Et c'est drôle parce que sur beaucoup de fiches de mise en fourrière, quand ils arrivent à la fourrière, on voit que les noms d'autres sociétés de remorquage ont été rayés parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Ils ne se sont jamais présentés. Ou alors ils se sont présentés et ils ne savaient pas comment gérer l'accident, vous savez, redresser la voiture, récupérer la voiture, peu importe. Mais en ce qui concerne la croissance, j'avais un ami qui travaillait comme répartiteur pour la police autoroutière ici dans la division sud, c'est-à-dire la région de Los Angeles. Et il est allé à ce qu'on appelle San Bernardino. San Bernardino, je crois qu'on appelle ça maintenant la division Inland. Mais avant, c'était San Bernardino et il voulait aller travailler là-bas. Et il me disait, tu sais, Manuel, la façon dont tu gères ton entreprise et à quel point tu es strict pour t'assurer que le travail soit fait rapidement et que le service satisfasse l'officier. Il disait, tu surpasserais tout le monde ici parce qu'ils sont tellement détendus. Ils ne sont pas passionnés. Ils n'ont pas cette ambition que tu as. Il dit, et tu devrais venir ici. Alors je suis allé là-bas et non seulement j'y ai développé mon activité, mais j'ai rencontré ma femme, qui n'est plus ma femme aujourd'hui, mais qui m'a donné 4 magnifiques filles. Donc, nous avons fait quelque chose de grand et nous avons eu la chance d'avoir cette opportunité parce que nous sommes arrivés dans un endroit avec un niveau de performance très élevé, un rythme d'ambition très soutenu
pour vraiment faire la différence, s'installer là-bas et travailler vraiment, vraiment dur. Et le résultat, c'est que, encore une fois, le service parlera de lui-même. Tu n'as pas besoin de parler. Le problème, c'est que les gens parlent, mais ils n'agissent pas. Reste simplement silencieux, fais-le, et ça parlera de lui-même. Et c'est ce qu'on fait ici chez Pépé. On n'a même pas le temps de sourire. On y va, on fait notre travail et on le fait bien. Et avec ça, les gens le voient, tu sais, par rapport à d'autres, tu sais, dans l'industrie. Et tu sais, les gens sont plus préoccupés par les autres ou plus préoccupés par leur nom que par le fait de laisser leur nom parler pour eux-mêmes. Tu sais, nous, on ne fait pas ça. On laisse notre produit parler de lui-même. À l'époque, quand tu as pris ton indépendance, tu étais avec Lorenzo à construire ton empire là-bas. Aujourd'hui, si quelqu'un veut te contacter, il t'envoie juste un message, tu as WhatsApp, tu as tout ça, un appel téléphonique. À quel point était-ce difficile d'être dans un comté complètement différent de mon père et de s'étendre là-bas? Je suppose que pour des raisons légales, vous deviez vous réunir ou décider sans email ni portable dans les voitures à l'époque, n'est-ce pas? Ce n'était pas aussi simple que de simplement appeler mon frère en conduisant. Je veux dire, est-ce que la distance était difficile? Est-ce que ça rendait l'expansion et tout ça plus compliqué? Tu sais, il y avait certains très bons points. L'avantage, c'est que mes parents vivaient à Mirno Valley. Et à cette époque, Lorenzo vivait aussi à Myrna Valley. Donc, nous avions des membres de la famille qui sont venus dans la région de Los Angeles. Donc, s'il y avait des pièces spécifiques dont nous avions besoin, comme si un camion tombait en panne là-bas, ou si nous avions besoin de n'importe quel document légaux, s'ils peuvent attendre demain, mon père les apportera. On demandait à quelqu'un, car comme vous l'avez dit, on n'avait que des fax et ce genre de choses. On n'avait pas d'email. Vous savez, ça facilitait les choses. Ou si quelque chose, une voiture ou un camion devait être transporté, vous savez, on pouvait trouver une raison de venir ici, un but qui serait bénéfique, vous voyez, en faisant ça. Il suffit de profiter de cette opportunité et de faire d'une pierre deux coups, vous voyez? Bien sûr. J'imagine toujours ton père et ton oncle, un peu comme dans le film Casino, quand ils vont au milieu du désert pour prendre des décisions d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi je les imagine comme ça. Aussi, personne ne pouvait t'entendre. Tu sais, c'est drôle que tu mentionnes ça. J'ai entendu ça de quelqu'un, je ne me souviens plus qui, il y a longtemps. Toi et mon père, évidemment, vous êtes frères. Vous êtes tous deux intelligents à votre façon, chacun a suivi son chemin, mais tu l'as entendu, moi aussi. Tous ceux qui vous rencontrent, qui vous connaissent, diront que, tu sais, Manny et Joe sont comme la radio AM/FM. Vous savez, vous êtes les deux faces d'une même pièce, des côtés différents. Lui c'est face, toi c'est pile. S'il est face, tu es pile. Votre détermination et votre côté bourreau de travail, c'est indéniable, non? Vous avez tous les deux ça. Mais quand il s'agit de gérer votre entreprise, vos mentalités, vos perspectives différentes et la façon dont vous faites les choses, je veux dire, est-ce que ça a été un facteur important dans, vous savez, peut-être des affrontements d'idées et le fait de passer de 0 à 100? Notre compréhension était que nous laissions l'autre faire et nous soutenions mutuellement. Par exemple, dans le département poids lourds, vous savez, s'il voulait acheter un camion poids lourd, à l'époque, c'était plus difficile d'en acheter un que d'en acheter 10 d'un coup aujourd'hui. Par exemple, nous aurons un contrat de 2 ou 3 secteurs de FSP, Freeway Service Patrol, et nous aurons besoin de 9 camions pour 2 ou 3 secteurs. C'était plus difficile à l'époque de signer pour un camion qu'aujourd'hui pour 10. C'est fou. C'était tout simplement plus critique parce que, vous savez, ce niveau de confiance, ce niveau de garantie de service, le niveau auquel nous opérions, la tranche dans laquelle nous étions, était bien plus basse, vous voyez? Donc, pour répondre à votre question, nous nous soutenions sans poser de questions. Si j'avais besoin de certains équipements, vous savez, je n'avais pas à me justifier. Vous savez, je devais juste le dire, le demander, dire « Hé, il faut qu'on investisse là-dedans, il faut qu'on investisse dans un dépôt. » Je regarde, vous savez, j'ai une vision pour m'étendre dans cette zone. Il faut qu'on ait un dépôt ici. Et puis très bien, je ferai les recherches. Donc, je ferai les recherches et j'ouvrirai ces démarches de licence ou d'autorisation que nous. Vous maîtrisez alors l'art de maintenir l'entreprise? L'entreprise et le personnel, après le travail, non? Eh bien, il n'y a pratiquement pas de vie personnelle. Je veux dire, malheureusement, quand on est occupé, on n'a jamais le temps pour ça, vous savez.
Et c'est triste. Et c'est la seule chose. Et j'encourage les gens à ne pas faire ça. Vous savez, il ne faut vraiment, vraiment pas oublier la famille. C'est vraiment difficile parce que l'industrie exige ta présence, tu sais. Mais oui, à mesure que tu prends de l'ampleur, tu dois commencer à te concentrer davantage sur tes enfants et tout, comme tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes sûrement plus de temps avec tes enfants que mon frère avec vous. C'est un fait, oui. Tu vois? Donc c'est très important. Mais il s'agissait de progresser, de se soutenir pour réussir et conquérir. Cela n'a jamais fait de doute entre nous, parce que nous savions que c'était pour un seul but, et c'était pour la croissance. Et c'est pour ça que nous avons tellement grandi, parce que nous, notre priorité, c'était juste le travail, juste le travail. Et puis mon frère et moi, nous ne sommes pas des hommes d'affaires, nous sommes des dépanneurs. Je pense que si nous étions des hommes d'affaires, nous serions dangereux. Mais nous ne sommes pas des hommes d'affaires et ne voulons pas le devenir. Tu sais, cet uniforme, je veux mourir dedans. Et je n'aime pas les costumes. J'ai dû en porter, mais je n'aime pas porter de costume. Tu sais, mon frère non plus, encore moins lui, parce qu'il a besoin de taille spéciale. Mais bon, ah, tu sais. Fait sur mesure. Et ensuite, dis-moi oui. De toute façon, il sait mieux s'habiller que moi. Dieu merci. Mais je veux dire, on n'est que des dépanneurs et on aime ce qu'on fait. Et comme mon frère le dit toujours, moi je crois que Henry Ford a dit que si tu aimes ce que tu fais, Et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie. tu sais, tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie. Et c'est exactement ce que nous ressentons. Tu sais, il avait la formation, on pensait qu'il allait devenir ingénieur ou quelque chose comme ça parce qu'il aime les chiffres et il est tombé là-dedans. Et regarde, il est très respecté dans le milieu, tu sais. Et puis moi, j'aime les gens. J'adore parler avec les gens. J'adore entendre non parce que ça me permet de transformer ce non en oui. Je relève ce défi. Quand je vois toujours quelqu'un, quelque chose que j'aime, et si je le voulais, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'y accéder. Au fil des années, tu as probablement dû embaucher et licencier d'innombrables personnes. Ce côté bourreau de travail que tu as en toi, je veux dire, j'en ai hérité. C'est ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Comment vois-tu le travailleur d'aujourd'hui en 2026 par rapport à celui des années 80 ou des années 90? Tu sais, à l'époque, vous deviez vraiment vous battre et la philosophie, c'était simplement de travailler plus dur pour pouvoir accomplir davantage. Penses-tu que les gens ont toujours cette même mentalité aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que c'est simplement un environnement différent maintenant? Pour le travail, oui, absolument. Absolument. Tu sais, c'est drôle parce que j'entendais, non pas mon père, mais d'autres personnes, tu sais, plus âgées que moi, dire non. Simplement moi, tu sais. Avec ma famille aujourd'hui, les jeunes, les bonnes manières à la maison, le respect à la maison, tu sais, les responsabilités d'un jeune, sortir les poubelles, tondre la pelouse. Ça n'existe plus. Nous n'avons jamais eu de maison. Nous étions trop pauvres quand nous étions jeunes pour avoir notre propre maison et avoir une pelouse à tondre. Aujourd'hui, tu sais, un gamin de 16 ans ne tond jamais la pelouse. Alors qu'un gamin de mon âge à l'époque, c'était son boulot du week-end. Il avait une tondeuse et il faisait le tour du quartier pour tondre la pelouse. Je ne me rappelle plus la dernière fois qu'un enfant a tondu une pelouse. Eh bien oui, aujourd'hui, tu as des gamins qui, tu sais, vivent dans de belles maisons, avec de beaux aménagements paysagers, de belles piscines, des cours de tennis. Eh bien maintenant, je réalise, je n'ai jamais vu ça parce que je n'ai jamais vécu dans ce genre de quartier. Peut-être quelque part dans les collines, c'est ça? Dans un quartier de classe moyenne, on ne voit même pas les enfants ouvrir le tuyau d'arrosage, encore moins pousser une tondeuse avec des écouteurs sur les oreilles. Oublie les tondeuses autoportées. Tu sais, c'est différent, tu vois. Cette éthique de travail dès l'enfance disparaît de plus en plus. Vraiment mal. Parce que tu as dit que tu faisais du remorquage à 16 ans, c'est bien ça? En fait, à 15 ans, oui, les choses étaient différentes à l'époque, c'est vrai. Mon père a dit que tu conduisais avec mon grand-père à 10 ans. Eh bien, et je me souviens que c'était au centre-ville, chez Lay Motors, ici, sur Long Beach Avenue, juste au sud de Washington Street. Tu sais, là-bas, je veux dire, tu es sur une propriété privée. Donc, mon père s'arrêtait à la balance parce que c'est comme ça qu'il payait la voiture, au poids. Donc, tu entres en remorquant la voiture et tu ressors juste avec la dépanneuse. Donc, la différence de poids, c'est ce qui te sera payé par tonne, non?
On avait l'habitude de remorquer ces grosses vieilles Cadillacs, tu sais, ces porte-avions, ou tu sais, des porte-avions qui pèsent 2 tonnes, tu vois. Et donc, bref, mon père me laissait conduire là-dedans, tu vois. Et puis, quand on a eu sa dépanneuse, sa Ford F350 de 73, je crois, aujourd'hui, j'aime la conduire et la montrer, c'est une réplique. C'est celle que tu viens d'avoir ici. N'est-ce pas? Exact. La réplique du camion de mon père, c'est exactement le même camion, le même équipement, la même année, tout pareil. Je suis tellement chanceux, grâce à mon ami John Soba et au propriétaire qui nous l'a vendu, Tom Arlebuda qui nous l'a vendu. J'avais besoin de quelque chose qui rappelle les souvenirs des débuts de Pepe's, tu sais. En octobre 1970, C'était la première dépanneuse? Oui. oui, un F350 Custom de 1973 avec un équipement Lamb. Lamb, il y avait marqué Wrecker dessus. Pas de télécommande sans fil. Non, c'était des synthétiques. C'était un treuil. C'était un treuil avec une sangle. Et nous, tu sais, c'est notre petite maquette là de Pépès, de ceux avec quoi j'ai grandi, ce qui mettait de la nourriture sur notre table à l'époque. Tu sais, donc j'ai ça et je l'emmène au cimetière chaque année ou même pour la fête des pères. Je la conduis jusqu'au cimetière. Et je vais, ou on l'emmène à un salon automobile dans l'Inland Empire, tu sais, juste. Mais ça apporte de beaux souvenirs et une certaine tranquillité d'esprit. Si je peux en parler personnellement, puisque tu as dit que vous étiez pauvre, je sais aussi que mon père avait dit que quand vous êtes arrivé dans la nouvelle maison, parfois un bol de nouilles instantanées faisait office de dîner. Qu'à un Noël, vous trois, les frères, pour Noël, vous avez eu un cadeau, un sac de jouets. C'était juste des soldats en plastique, juste un seul sac. Vous étiez plus heureux que jamais car c'est tout ce que vous connaissiez. Pour vous, c'était waouh, regardez ce qu'on a eu. Quand penses-tu que tu as remarqué, tu sais, parce qu'en grandissant, tu vas à l'école et tu vois ce que les autres enfants ont, mais que toi, tu n'as pas, tu compares leur déjeuner au tien. On vous déposait en dépanneuse alors qu'eux arrivaient dans d'autres véhicules. Quand as-tu réalisé en grandissant que tu gagnais vraiment de l'argent et que tu sortais de la pauvreté? Tu sais, est-ce que ça a été un facteur décisif, tu vois, de vouloir t'ouvrir et d'avoir cette envie d'expansion justement pour ne plus manquer d'argent? Tout s'est passé tellement vite, tu sais, même si ça a pris du temps, mais tout s'est déroulé si rapidement que laisse-moi te donner un exemple. Quand on a acheté notre première maison à City Terrace, cette maison n'avait pas de climatisation. Ensuite, quand j'ai déménagé, quand on s'est étendu vers l'Inland Empire, ils construisaient, tu sais, de nouvelles maisons dans cette communauté planifiée là-bas. J'ai dit, tu sais, il faut que je fasse prendre la retraite à mes parents. J'ai fait prendre la retraite à ma mère du comté. Je l'ai poussée à prendre sa retraite. Elle a pris sa retraite. Elle était opératrice de saisie au comté de Los Angeles. Je l'ai fait prendre sa retraite. Et puis j'ai dit, maman, il faut qu'on déménage. J'ai dû me battre avec eux pour déménager. Ils ne voulaient pas partir. Ils vivaient à City Terrace et refusaient de déménager. Alors un jour, je les ai pris, je les ai mis dans une voiture et je les ai emmenés là-bas. J'ai demandé lequel de ces modèles vous plaît. Vous savez, et puis on a fini par choisir un terrain parce qu'ils étaient disponibles. Vous voyez, selon la disponibilité des terrains. Donc on l'a choisi et ensuite ils l'ont construit. Et puis je les ai installés là-bas. Et devinez quoi, ils sont tous les deux morts dans cette maison. Mon père, c'était en 91. On a eu cette maison je crois que c'était en mai 91. Mon père est mort en mars 92. En 92, Et puis ma mère est morte en juin quand tu es né. elle est morte le jour de mon anniversaire. Juin 99, tu te rappelles, j'étais enfant. J'allais à Knott's Berry Farm. Ce jour-là, quand mon père m'a appelé pour me l'annoncer, oui. Donc ici, j'essaye de faire quelque chose de bien. Et puis, ils sont tous les deux morts dans cette maison. Les choses vont arriver, tu sais, mais l'argent, ça n'a jamais, la croissance n'a jamais semblé s'élever. Nos pieds du sol. Tu sais, c'est juste, ouais, c'est agréable. Ça a créé beaucoup de pression, beaucoup de problèmes, tu sais, et le fait de l'obtenir juste, et je veux dire, des problèmes avec le travail, les heures de travail. Tu sais, on travaille 20 heures pendant la journée et 10 la nuit et 10 jours par semaine, comme le veut l'industrie. Tu sais,
et tu portes 10 casquettes toute la journée. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Je veux dire, bien sûr, tu avais l'habitude, tu sais, on peut dire, je peux acheter ceci, je peux acheter cela, tu sais. D'accord, et après, tu sais, je me souviens qu'un jour, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, hé Pep, j'ai dit, tu sais, je pense à m'acheter cette voiture, tu sais, une nouvelle voiture, et j'ai déjà environ 10 voitures, tu vois. Alors il me dit, eh bien, il dit, d'accord, super mec, il dit, mais tu la veux ou tu en as besoin? Il dit toujours ça. Il dit toujours ça. Et ensuite, il en a besoin. Et puis j'ai dit, quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Vérifier, c'est ça? Quoi? J'ai demandé ce que tu voulais dire et si j'en avais vraiment besoin. J'ai dit non. Je me parle à moi-même et je me dis que je dois le vouloir, pas en avoir besoin. On est comme des enfants dans un magasin, non? Tu les emmenais chez Toys R Us quoi. Tu sais, un magasin de bonbons à une porte. On est juste comme ça. Tu sais, on a cette envie où tu veux juste en avoir un, mais il faut apprendre à dire, eh bien non, tu sais, je n'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Je sais que je n'en ai pas besoin. Et je sais que je n'en veux pas. Tu as quelque chose à ajouter? Alex, oui, c'est très vrai. Évidemment, tu es très humble et ton frère aussi est très humble. Je pense qu'à un moment donné, au fil des générations, ou quand on passe à ces nouvelles générations comme la génération Z, la génération Alpha et tout ça, on perd un peu ça, non? On entre dans une autre époque et une autre manière de penser. Tu penses que les opérateurs d'aujourd'hui seraient vraiment capables de s'en sortir avec le matériel d'autrefois, comme ces maisons, ces lampes et tout ça? Parce que je sais, pour ma part, qu'on est gâtés avec les télécommandes, on est gâtés avec les dépanneuses rotatrices, on est gâtés avec la technologie. Des camions automatiques et divers équipements, contrairement à l'ancien matériel où je vois des gens effectuer des récupérations. J'ai vu des vidéos au Mexique où ils ont du matériel plus ancien et récupèrent des engins sans doute aussi lourds et aussi compliqués que les épaves qu'on a ici. Qu'en penses-tu? La réponse est non. J'ai eu des chauffeurs refusant de conduire car la climatisation du camion n'était pas assez froide ou fonctionnait mal. Ou ils trouvent juste une excuse. J'ai grandi dans des camions sans climatisation avec une radio AM sans vitres électriques, tu sais. Et tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, si je monte dans un camion pour le démarrer, mon Dieu, je tourne la clé et c'est l'air qui souffle en premier. Je n'ai même pas encore démarré le camion et il est déjà en train de me souffler dessus. Et puis la radio, je dois l'éteindre parce qu'elle est super forte. Tu sais, ces gars-là se baladent juste. C'est tout ce qu'ils font avec ces camions. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'ils montaient, mais ces deux trucs ne fonctionnent pas. Ils ne veulent pas monter dans le camion. Une radio, c'est une autre époque, une autre génération. Oui, oui. Mais nous avons de bonnes personnes. Vous savez, nous avons été bénis. Ma mère disait toujours, vous savez, le personnel est formidable. Vous savez, c'est beau et ils te font et te défont. Et ce n'est pas une blague. C'est vrai. Vous savez, ce n'est pas une blague. Donc, mais nous avons toujours été bénis avec une bonne santé. Bien sûr, il se peut que nous ne soyons pas les meilleurs patrons non plus, ou les meilleurs leaders, vous savez. Je sais qu'une des choses que les gens apprécient, les gens qui travaillent pour nous, c'est qu'on est là dehors à travailler avec eux. On n'est pas juste assis à donner des ordres et à pousser les autres. Et on sait aussi de quoi on parle parce qu'on connaît le travail. Nous, vous savez, on l'a vécu, on l'a expérimenté. Vous savez, vous n'allez pas me dire, je veux dire, les voitures d'aujourd'hui, je ne dépanne plus autant pour connaître les voitures d'aujourd'hui. J'ai même peur de prendre un plateau pour remorquer une Tesla. Vous savez, d'abord, je n'ai jamais aimé les plateaux, jamais. J'ai toujours aimé mes dépanneuses conventionnelles. Dépannage léger, dépanneuse classique. Waouh, la sangle puis la roue. Plus personne ne sait utiliser la sangle de nos jours, mec, c'est vrai. C'est un art qui se perd. Non, 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 c'est comme une vieille plaque. Quand j'ai commencé, ils utilisaient encore les plaques. Tu sais, et puis pour vous, les gars du lourd, tu sais, il fallait, pour remorquer un véhicule, un camion à l'époque, il fallait enlever les pare-chocs. Et ces pare-chocs faisaient environ 75 cm de haut en acier, oui, acier chromé. Il fallait enlever les pare-chocs. Tu peux imaginer enlever ces pare-chocs, enlever pare-chocs, arbre de transmission, tout enlever. Ouais, et puis tu sais, il fallait remorquer. À la main, non? Tu avais une élingue. Oh, il n'y avait pas de Milwaukee. Ouais, il n'y avait pas de puissance pour avancer. N'est-ce pas? Et regarde ce qui se passe aujourd'hui.
Combien de personnes n'ont pas perdu la vie grâce à cette télécommande qu'ils portent dans leur poche? Et ils sont sous le camion. J'en connais 2 qui malheureusement l'ont fait. D'accord, ils appuient sur le bouton. Dans l'industrie, vous savez, et d'une manière ou d'une autre, ils sont en dessous et ils se tuent parce qu'ils montent. Vous voyez, ils montent. Et ils ne réalisent pas qu'ils appuient sur les boutons. Parfois, trop de technologie peut être un obstacle. Donc, vous savez, c'est ça. C'est ce que tu disais, de Stu Mendo de Fox, Sky Fox. Il avait mentionné ça aussi, qu'il était monté récemment dans un hélicoptère parce qu'ils font des réparations là-bas. Oui, et il a dit que c'était un modèle ancien. Et il a dit que le matériel de reportage dans l'hélicoptère était à l'ancienne. Et il a dit, tu sais quoi? Parfois, je préfère ça au truc moderne, parce que ce n'est pas parce que c'est moderne que c'est meilleur. C'est ce qu'il disait. C'est vrai? Et je pense que c'est à ça que tu fais allusion avec la télécommande sans fil. C'est que oui, on a la vie plus facile maintenant, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours mieux. C'est juste plus pratique. Je peux apprécier des choses comme, par exemple, l'implication de la police autoroutière dans l'industrie du remorquage. Tu sais, nous devons l'être et nous le serons. Et nous sommes extrêmement reconnaissants envers le département de la police autoroutière pour avoir accordé autant d'attention et d'argent afin de s'assurer que les dépanneuses soient sûres. Tu sais, et les conducteurs sont de bons conducteurs. Tu sais, au moins ce sont des êtres humains décents qui vont interagir avec les gens de manière polie, tu vois. Et puis le service d'assistance autoroutière aussi avec leur propre ensemble de règles, tu sais, avec leurs procédures opérationnelles standards et les exigences de la police autoroutière. Cela a rendu l'industrie plus respectable. Ça nous a simplement uniformisés. Ça a uniformisé l'industrie. Et ça a éliminé les gens qui ne veulent pas se conformer, ceux qui ne croient pas au respect des règles. Donc, je veux dire, il y aura toujours des gens qui enfreignent la loi, toujours. C'est juste un élément humain. Mais par exemple, avant, je me souviens, je serais dehors sur la route, tu sais, en train de répondre à un appel, et puis le central me dirait, oh, eh bien, le candidat pour l'entretien est là. Je leur disais de les mettre dans une dépanneuse et d'aller faire l'intervention que vous avez en attente. Et ça ne posait aucun problème. La CHP ne t'imposait pas encore de règles à l'époque. Ils ne te tenaient pas responsable, tu sais. Le formulaire 234F n'existait pas. Tu sais, c'est ce fameux formulaire d'approbation qui se trouve maintenant sur ton contrat de remorquage. Tu sais, ça n'existait pas. Ton assurance, aucun problème. Tu sais, 30 jours plus tard, en fait, tu as oublié qu'y ajouter le gars à l'assurance et s'il avait un accident un mois après, il n'y avait aucun problème pour l'assurance. Mec, c'est dingue. Tu sais, les choses étaient beaucoup plus, eh bien, à cause de la police autoroutière et du service d'assistance autoroutière. Le fait qu'ils se soient réunis pour établir les règles, maintenant, les autres agences de maintien de l'ordre n'en ont pas besoin. Tu sais, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. Ils se disent, hé, la police autoroutière. Si tu fais du remorquage pour la police autoroutière, ça veut dire que tu es bon. Tu sais, ça veut dire que tu as fait tout le travail. Tu es bon, tu es prêt à y aller. Tu es approuvé. Tu sais, surtout si tu es FSP. Et tu sais, Pépé a le luxe, la chance de pouvoir dire qu'on dépanne pour tous les niveaux du gouvernement. Ouais. Tu sais, local, tu sais, au niveau de l'État et au niveau fédéral. Et c'est grâce à ces soutiens que nous avons. Nous avons les shérifs ici, OPG, FSP, CSP. tous les différents départements. Eh bien oui, Nil et Empire, vous savez, on dépanne pour, vous savez, la patrouille frontalière et vous savez, beaucoup de... Enfin, la patrouille frontalière n'est pas aussi occupée qu'avant, mais elle l'était, mais on faisait beaucoup de... Nous avions l'habitude de... Travailler pour le secret service ici. Secret Service, oui. Oui, Le secret service avait souvent besoin d'ouverture de véhicules et de démarrage avec câble. oui. Alors, on remorque les bus jusqu'au secteur L central là-bas. On se sent plus à l'aise quand on est un professionnel. Et qu'est-ce qui fait de vous un professionnel? C'est quand vous agissez, que vous accomplissez votre travail et que vous avez ce professionnalisme, cette certification, ces connaissances, cette capacité. Vous savez, vous le ressentez et vos clients le voient, vous savez, et ils le voient.
Et eux, vous savez, je me souviens quand j'allais dans d'autres agences de maintien de l'ordre pour postuler, et ils me posaient des questions. Eh bien, est-ce que vous faites des remorquages pour le Hive Show? Oui, nous le faisons. Nous avons de nombreuses années d'expérience pour le Hive Show. Et avez-vous des gros camions? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, nous en avons. Et vous savez, ce sont des questions courantes auxquelles toutes les entreprises de remorquage ne peuvent pas répondre. Ou alors ils demandent, vous savez, combien de sites avez-vous? Eh bien, nous faisons du remorquage dans 3 comtés, 3 comtés. Oui, nous avons des bureaux dans 3 comtés, des dépôts et des bureaux. Et cela signifie que nous couvrons une zone plus vaste. Il y a beaucoup d'installations et de dépôts où nous pouvons assurer une intervention rapide. Toi et mon père, vous êtes de vrais bourreaux de travail. J'ai compris qu'on ne peut pas travailler toute sa vie. Que fais-tu pour t'amuser en dehors du travail? Tu sais qui possède Pepe's Towing Service, l'une des plus grandes entreprises de remorquage de la côte ouest? Quelle est ta passion hors remorquage? Que fais-tu pour t'amuser? Eh bien, l'une des choses que j'ai toujours admirées quand j'étais petit, c'était les hélicoptères. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs agences des forces de l'ordre. Je ne dirai pas lesquelles, mais certaines m'ont permis de monter et de faire des patrouilles aériennes. Et en fait, avec le shérif du comté de San Bruno, j'étais membre de leur escadron aérien. Et j'allais avec eux, tu sais, de temps en temps en patrouille la nuit. Et puis on sortait pour chercher, tu sais, des personnes à secourir et ce genre de choses. Et puis avec le LAPD, je suis monté dans leur hélicoptère quelques fois. J'ai beaucoup aimé. Un jour, avec mon compatriote, ancien officier de la police autoroutière, nous étions près de Redlands et nous avons vu l'aéroport de Redlands. Et je ne savais même pas qu'il y avait un aéroport à Redlands, vous savez, un petit aéroport municipal. J'ai dit à mon compatriote, oh, il y a un aéroport ici. Vous savez, j'ai toujours voulu apprendre à piloter un hélicoptère. Il me dit, pourquoi ne pas y aller voir? Je réponds, non, je laisse tomber. Il insiste, on est là maintenant et m'emmène. Et puis, je me retrouve devant l'école de pilotage d'hélicoptère. C'était en 2002, il y a 24 ans. Alors, on est arrivé à l'école d'hélicoptère et je lui dis, tu sais, je commence à lui poser des questions sur l'hélicoptère. J'ai dit, hey, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle un vol d'initiation? Tu sais, ils te font payer et ils t'expliquent un peu ce qu'est la formation au sol. Tu sais ce que comprend la formation au sol, puis ils te font faire un tour en hélicoptère. Ils te font faire un vol d'initiation, genre ils t'emmènent dans l'air, coupent le moteur, tu sais, atterrissent, redécollent, ce genre de choses. Il m'a dit, je te fais faire un vol d'initiation. Et je crois que je l'ai fait tout de suite. Donc j'ai fait un vol d'initiation et ça m'a plu. Et puis, je suis devenu élève pilote d'hélicoptère. C'est une quête secondaire sympa? Et j'ai appris à piloter, et j'ai appris à piloter. Je n'ai jamais eu mon permis. Je suis juste devenu paresseux et satisfait. Et plus tard, j'ai eu l'occasion d'acheter un hélicoptère. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que j'ai remarqué que je payais plus en louant l'appareil et en payant un instructeur que si je le possédais. Alors je me suis dit, attends une minute, si on peut acheter des camions pour un certain montant, un hélicoptère, c'est très cher. Ne te méprends pas, c'est pour ça que tu ne connais pas beaucoup de gens qui en possèdent un. Alors j'ai appelé mon expert comptable, M. Balazi, et j'ai dit, hey John, j'ai dit comment ça se passerait le financement d'un hélicoptère. Je viens d'en trouver un pour ce montant, ce qui était moins cher, bien moins cher qu'un camion poids lourd, tu sais, à l'époque. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait? Et il me répond, oh, eh bien, tu as l'argent pour l'acheter? J'ai dit, oui, on l'a. J'ai dit, d'accord, alors achetons-le. Et on l'a acheté. C'est ainsi que tu as eu ton premier hélicoptère? Oui, génial. J'ai beaucoup aimé et j'aime toujours. On en profite beaucoup. Mais j'emmène mes enfants, mes petits-enfants. Je suis déjà monté dedans. Oui, on y va. C'est effrayant. On s'en sert pour aller déjeuner. Tu sais, on va dans différents aéroports. Tu serais surpris du nombre d'aéroports qu'il y a, premièrement. Et aussi les cuisiniers, les restaurants dans ces aéroports, c'est délicieux. Tu sais, les cuisiniers sont souvent hispaniques. Leurs chilas et leurs sauces sont excellents, j'adore. Oh, Oui, et de bons cuisiniers.
Alors on ira, peut-être qu'on ira à Camarillo pour déjeuner, tu sais, on longera la côte jusque là-bas, puis on reviendra par Universal City, Hollywood, le Dodger Stadium, Et l'Empire humain. ou alors on ira à Sinala pour un cocktail de crevettes. Les poissons qui parlent, c'est magnifique, il faut juste le faire. Tu sais, j'ai dit à mon instructeur un jour, mon instructeur a dit, on était vraiment en train de faire une manœuvre, on était vraiment en vol stationnaire juste là, et je me souviens que le croisement était la Dix à Mount Vernon et Colton au-dessus d'une scène d'accident quand on travaillait sur l'épave. L'enfant de Pépé travaillait sur l'épave pendant que nous tournions en rond autour de la zone. Et mon pilote, Maza, il dit, regarde, il y a plus de danger là-bas en bas qu'ici en haut. Et le truc, c'est que dans l'aviation, 98,9% des accidents sont dus à une erreur humaine. Ce n'est pas lié à l'appareil, c'est une erreur humaine. Eh bien, c'est comme une voiture, vous savez, c'est une erreur humaine. Ce n'est pas une panne mécanique de la voiture. S'ils ont un accident dans un virage, c'est que vous alliez trop vite. Tu sais, tu es allé bien au-delà de ce que tu pouvais gérer dans le virage, bien sûr. C'est clairement plus de surveillance, hein, surtout ce qui concerne la déviation. Tout le recyclage est réglementé. On le voit aux infos lors d'accidents, toutes les agences interviennent et ça prend une grande ampleur. PSB et tout, mec, c'est dingue. Tu as quelque chose à ajouter pour conclure, Alex, alors qu'on arrive à la fin de cet épisode? Évidemment, moi, Tu es sociable et tu aimes discuter avec les gens. À quel point penses-tu que tout le réseautage que tu as fait, c'est entre les officiers et toutes ces agences de police, et même avec les politiciens, a été déterminant pour permettre à Pépez de se développer aussi rapidement? C'est une excellente question et j'ai une excellente réponse. Tu veux toujours traiter les gens avec respect. Tu veux toujours parler aux gens. Parle aux gens simplement, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'être sophistiqué parce qu'on est tous des êtres humains, tu sais, que tu sois chef de la police, shérif, gouverneur ou président des États-Unis. Ça n'a pas d'importance. Tu es un être humain. Ils ont eux aussi une famille, comme toi. Parle-leur franchement, mais sois honnête avec eux. Respecte-les. Respecte. Une autre chose à faire, c'est, tu sais, ne pas juger un livre à sa couverture. Tellement de fois, je me suis corrigé en voyant une personne. Disons que j'ai besoin de quelque chose et que je cherche à faire du réseautage. Je vois quelqu'un et je me dis que ce n'est pas la bonne personne. Eh bien, devine quoi? J'ai fait une erreur parce que c'est justement la première personne à qui je devrais parler. Et en fait, je suis tombé sur cette personne aux toilettes ou en prenant mon déjeuner. Il m'a dit bonjour, mais je l'ai totalement ignoré sans répondre. Et c'était une personne à qui j'avais parlé. Ou alors j'avais juste été respectueux et très gentil. Eh bien, j'essaie toujours d'être respectueux. Ou j'ai engagé une conversation avec cette personne et c'était mon contact. Ah bon, vraiment? Ah, donc c'est toi le responsable. Ah, donc tu gères. Écoute, j'avais envie de te parler. Est-ce que tu as entendu parler de ce programme ou de ceci ou cela? Ou as-tu besoin de ça? Ou tu sais, comment pouvons-nous aider ici? J'ai entendu parler de ceci ou de cela. Et puis, oui. Et ah oui, j'ai entendu parler l'histoire de Pépé et j'ai entendu. Et c'est une chose à propos de nos noms. Nous avons été, tu sais, c'est aussi une autre belle chose que, comme je l'ai dit, ton nom parlera de lui-même en bien ou en mal. Si tu es mauvais et que tu fais de mauvaises choses, tu sais parce que la vérité triomphera. La vérité triomphera. Mais il est important que tu parles aux gens, que tu respectes les gens. Et peu importe qui ils sont, traite-les comme des êtres humains, tu sais. Ne les appelle pas monsieur à tout bout de champ non plus parce qu'ils en ont marre de ça. Parle-lui simplement. Hé Jean, comment ça va? Tu vois ce que je veux dire? Monsieur, monsieur, monsieur. Je veux dire, tu sais, non, hé Jean, comment va ta famille? Tu vois, c'est ça. Comme tu aimerais qu'on te parle, tu sais, et puis les gens, cette impression-là. Je me souviens qu'on m'a invité à l'inauguration d'une école là-bas. Ils ont inauguré une école. Et j'ai rencontré le sergent de la CHP que je n'avais jamais rencontré auparavant. C'est un pasteur. Il m'a vraiment impressionné par sa façon de parler. Je ne l'avais jamais rencontré. Il venait de la région de Baldwin Park, mais il était en Inde pour faire ce discours dans l'école qu'ils ont nommée d'après cet officier. Je me suis approché de lui et lui ai dit,
Je suis un tel monsieur. Vous avez très bien parlé, cela m'a impressionné. Merci. Vous avez évoqué quelques points dans la vie qui ont beaucoup de sens pour moi. Merci beaucoup. Il a répondu, oh non, pas de problème. Le sergent, un grand homme, m'a regardé et a dit, oh, pas de problème, merci. C'est tout ce dont nous avons parlé. Je lui ai donné ma carte. Et mon frère, comme tu le sais, aussi simple et aussi peu, parfois je me fâche contre lui parce qu'il ne partage pas les choses avec moi. Une semaine plus tard, ah oui, j'ai rencontré ce gars. Eh bien, ce sergent est venu et le lendemain, il était sur les lieux d'un accident. Et devine qui était là sur les lieux de l'accident. La dépanneuse de Pépé était là. Et devine ce que ce sergent lui a dit. Il s'est souvenu de la carte. Et il dit, hey, j'ai rencontré un de tes gars en Inde. C'est vraiment un type sympa. L'impression qui en est ressortie. Il a été aussi impressionné par moi que je l'étais par lui. Tu vois, donc ça a porté ses fruits. Quand est-ce que je parle de la vie? Je parle d'être un être humain dans un monde professionnel à un niveau mondial. Et comme ça, il y en a eu beaucoup. Vous savez, j'aime vraiment les gens. Et comme je l'ai dit, je relève le défi. Certaines personnes me disaient que j'allais finir en politique. La politique, c'est trop sale. Et je suis trop honnête pour ça et je dis ce que je ressens. Et dans le monde d'aujourd'hui, surtout, je mettrai fin au programme et je finirai en prison. Donc je préfère éviter, tu sais, mieux vaut être premier que prisonnier. Ouais, je préfère éviter. Mais c'est juste que je suis content, tu sais, si je devais tout recommencer, je voudrais probablement encore être officier de la CHP. Mais maintenant, j'ai ma fille jumelle. Elle est agente de la police autoroutière. Elle l'est, tu sais, et Dieu merci, elle vient de finir dans la région de San Francisco. Elle a adoré là-bas. Un groupe d'officiers lui a vraiment montré beaucoup de soutien, d'amour, et lui a souhaité bonne chance. Et maintenant, elle est à Barstow, et elle est bien traitée par le capitaine là-bas, ainsi que par certains de ses collègues là-bas. Et elle adore ça. Elle a sa maison. Et donc, c'est drôle, encore une fois, de voir comment Dieu agit. Écoute, ce que je voulais, je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui, ma fille est là et en profite. Donc, c'est tout simplement magnifique. Elle en profite sûrement grâce au parcours professionnel que tu avais avant pour beaucoup de choses. C'est ça. Donc, tu sais, Tout finit par boucler la boucle d'une certaine manière. c'est ça. Et puis avec elle, tu sais, elle a grandi entourée de beaucoup de gens des forces de l'ordre qui sont devenus chefs et commissaires. Tu sais, elle, des chefs de police, tu sais, elle, ça l'aide beaucoup, tu sais, à être meilleure, à être une bonne agente, tu sais, et un bon élément du service. C'était excellent. Eh bien, merci encore d'être passé. J'espère que vous avez apprécié toute la sagesse que vous avez entendue des deux propriétaires de Peppisto Inn. Alors merci encore. Et Lorenzo est aussi un autre propriétaire. Donc, il faut qu'on l'invite aussi. C'est mon associé dormant là-bas. Notre enseigne arrive bientôt. Pour ceux qui regardent sur YouTube ou qui écoutent le podcast sur Spotify et Apple, restez attentifs, c'est imminent. Prenez soin de vous et j'espère que ça vous a plu. Merci.